Soyez les bienvenus sur le plateau TV des JFR 2022, les journées francophones de la radiologie depuis le SFR Café. Et c'est l'heure du face-à-face. Notre invité, le professeur Corinne Baléguier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du département d'imagerie médicale à Gustave-Roussy. Et le thème de notre discussion du jour, c'est l'évaluation du risque. Quelle organisation pour un dépistage stratifié avec une meilleure évaluation du risque individuel? D'abord, professeur, rappelez-nous quels sont les facteurs de risque pertinents à évaluer. Alors, les facteurs de risque pertinents sont d'abord les facteurs de risque cliniques et surtout l'histoire familiale. Donc, il est important de faire préciser aux patients quels sont leurs antécédents familiaux au premier degré, surtout, donc les antécédents chez la mère, la sœur ou la fille de la patiente. Également, les antécédents de lésions atypiques, si on a des antécédents d'hyperplasie canalaire atypique, par exemple, d'hyperplasie lobulaire atypique, de lésions, ce qu'on appelle lésions frontières, ça peut donner un surrisque de cancer du sein également. On évalue également les facteurs d'imprégnation hormonale, donc la survenue des grossesses, à quel âge a eu la grossesse, s'il y a eu des allaitements ou pas. Et puis également le mode de vie, donc quand on recueille les antécédents, et notamment le mode de vie, on regarde la consommation d'alcool notamment, la consommation aussi alimentaire de différents produits. Autre type de facteur lié à l'imagerie? Alors un facteur qui est de plus en plus discuté aujourd'hui, c'est notamment la densité mammaire, donc c'est-à-dire la quantité de tissu qui est évaluée sur les mammographies, aujourd'hui qui est classée en 4 catégories par les radiologues sur la mammographie. On sait que la densité D, par exemple, qui est la quantité de tissu très dense, très élevée, peut conférer un surrisque de cancer du sein, qui n'est pas majeur, qui est un petit surrisque évalué à 1,2, mais si on compare une femme qui a des seins de densité très faible, densité A, par comparaison avec une femme qui a des seins de densité très élevée, elle a un risque intrinsèque un peu plus élevé de cancer du sein. La densité a également un autre inconvénient, ce qui fait que la densité peut masquer certains petits cancers du sein. Et donc, on risque plus facilement de les louper sur une mammographie. Mais ces facteurs-là sont de plus en plus utilisés dans les modèles de risque aujourd'hui. Et puis il y a d'autres modèles un petit peu plus compliqués qui peuvent être notamment utilisés avec des logiciels d'intelligence artificielle qui concernent l'asymétrie des tissus du sein entre le sein droit et le sein gauche, par exemple, la répartition des structures dans l'image, est-ce qu'il y a des zones de densité, des zones de calcification. Donc certains logiciels finalement peuvent intégrer à la fois ces paramètres d'imagerie dans des modèles de risque. Et puis parmi les autres facteurs pertinents à évaluer figurent les facteurs génétiques? Oui, alors les facteurs génétiques, donc on connaît maintenant relativement bien les gènes favorisant le cancer du sein. Donc les cancers génétiques sont relativement rares, ça représente 5 à 10% de l'ensemble des cancers du sein sur la totalité des cancers du sein. Donc les gènes les plus connus sont les gènes BRCA1, BRCA2 qui représentent environ 40% de l'ensemble des cancers du sein génétiques. Mais de plus en plus, on s'oriente et on s'intéresse à d'autres facteurs qu'on appelle les SNPs. Les SNPs, en fait, ce sont des variations d'ADN, variations de paires de bases dans l'ADN que chaque individu a. Mais on sait que l'association de certains nombres de SNPs chez les individus peuvent conférer un surrisque de cancer, et notamment un modèle est connu dans le cancer du sein. Et donc les nouveaux modèles aussi classiques de risque de cancer du sein associent non seulement des paramètres cliniques, mais aussi des paramètres de l'imagerie comme la densité, et aussi ces modèles de SNPs. Et donc, par exemple, dans certaines études, on a des modèles de 313 SNPs qui sont évalués facilement dans la salive et qui peuvent entraîner des surrisques individuels de cancer du sein en dehors des facteurs génétiques que l'on connaît aujourd'hui. Donc ce qu'on constate, c'est que dans les nouvelles études, on associe ces différents facteurs. Ils ne sont plus suivis séparément, si j'ose dire. Voilà, tout à fait. En fait, on se rend compte, et il y a de plus en plus d'études
prospectives qui sortent sur le sujet que plus on associe des facteurs d'orientation différentes, hein, comme donc la clinique, l'imagerie et la génomique, plus le modèle est pertinent et se rapproche de la réalité, de pouvoir différencier les populations qui vont avoir vraiment un surrisque de cancer par rapport à celles qui n'en auraient pas. Et ce sont les modèles les plus complets, donc associant ces trois modalités. Par contre, évidemment, ils sont assez compliqués à mettre en œuvre dans la vraie vie, à grande échelle, si on veut favoriser un dépistage utilisant tous ces paramètres. Alors, puisqu'on parle d'études, y a-t-il des études en cours ou passées ? Oui, alors dans le cancer du sein notamment, il y a une grande étude qui a commencé en 2016, une étude américaine qui est aujourd'hui toujours d'actualité, qui est l'étude Wisdom, qui est une étude sur le dépistage personnalisé du cancer du sein dans des centres de santé en Californie. Et donc, dans cette étude, en fait, l'idée, c'est de différencier aussi le dépistage standard par rapport à un dépistage personnalisé selon le risque, associant les paramètres dont on a parlé, donc les paramètres cliniques de densité, de SNPs, mais également de tests sanguins, pour savoir finalement s'il faut faire des mammographies plus fréquemment chez des femmes qui seraient identifiées comme en surrisque, voire associer même d'autres techniques comme l'IRM, ou si on peut se permettre d'espacer le rythme des mammographies. Donc cette étude-là doit concerner 100 000 femmes en Californie, donc actuellement elle est toujours en cours. Et puis donc en Europe, on a l'étude MyPEPS, qui veut dire My Personalized Breast Screening. C'est une étude européenne donc, financée par le projet H2020, donc la communauté européenne, et dont le promoteur est Unicancer, et qui a commencé en juillet 2019, qui associe donc 6 pays, la France, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne et Israël. Donc des femmes dans ces différents pays peuvent être incluses, participer à cette étude. L'idée, c'est de comparer un dépistage personnalisé selon le risque au dépistage standard tel qu'il est organisé dans les différents pays, donc selon le rythme de chaque pays. Donc par exemple en France, on inclut un dépistage organisé les femmes tous les 2 ans à partir de 50 ans, donc de 50 à 74 ans, avec une mammographie tous les 2 ans. Et donc l'idée, c'est de comparer ce dépistage-là à un dépistage personnalisé. Et donc les femmes à qui l'on peut le proposer de participer sont des femmes qui n'ont pas de facteur de risque clairement identifié. Et donc après avoir recueilli leur mode de vie, leurs antécédents par des questionnaires, finalement, elles sont randomisées, donc elles sont tirées au sort dans 2 bras. Le bras standard sur lequel on ne fait rien de plus que le dépistage, et le bras personnalisé où on va calculer un risque personnel de cancer du sein à 5 ans. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de plus ? En fait, on leur demande de cracher dans un petit tube, on recueille la salive, donc c'est vraiment pas très compliqué. Et on va rechercher donc, ces variations d'ADN dans la salive, et il y aura un modèle mathématique qui nous calcule donc avec l'association des facteurs cliniques, de la densité mammaire et des SNPs, le score de risque à 5 ans. Et dans ces cas-là, il y a plusieurs possibilités. Soit on peut être en sous-risque de cancer du sein, c'est-à-dire moins de 1% de risque de cancer du sein à 5 ans. Et à ce moment-là, on va plutôt proposer d'espacer les mammographies. Donc ça, c'est assez nouveau, hein, parce que aujourd'hui, on ne le fait pas classiquement. Donc on propose de faire plutôt mammographie tous les 4 ans et pas tous les 2 ans. Soit si un risque est identifié comme standard, à ce moment-là, on propose de garder le rythme du dépistage tous les 2 ans. Soit on identifie un petit sur-risque, ce qui veut dire plus de 1,67% de risque à 5 ans. À ce moment-là, on propose de faire plus de mammographie, un rythme plus soutenu, c'est-à-dire tous les ans. Et si on identifie, ce qui est quand même assez rare, un risque encore plus important, à ce moment-là, on propose de rajouter l'IRM dans le dépistage. Et l'idée, c'est de dépister plus les femmes qui auraient plus besoin, qui seraient plus à risque, et moins celles qui auraient moins besoin de dépistage.
Dernière question, Corinne Balaguer. Qu'est-ce qu'on peut attendre dans le futur de ce type de dépistage? Alors, l'idée, c'est de s'orienter vers la médecine personnalisée, vers la prévention personnalisée. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la plupart des cas de dépistage, hein, que ce soit dans le sein, dans le côlon, dans d'autres domaines, c'est simplement l'âge qui est la porte d'entrée. Et on sait qu'on est tous différents, que malheureusement, on n'a pas tous le même risque par rapport à la maladie. Et l'idée, c'est de différencier peut-être plus finement les personnes qui seraient plus à risque et pour lesquelles on ferait beaucoup plus, même avec des imageries différentes, hein, avec peut-être des imageries qui n'existent pas encore aujourd'hui. Et l'idée, donc, c'est de faire évoluer les dépistages pour pouvoir toujours entraîner plus de prévention et de dépister des tumeurs qui soient le plus précoces, le moins agressives et avec le moins de morbidité. Et puis de nouvelles méthodologies également sont envisagées? De nouvelles méthodologies, par exemple, pour passer d'abord un test génomique, puis un dépistage? Oui, on pourrait très bien se dire, parce que c'est vrai que pour l'instant, on commence par l'imagerie, mais on pourrait se dire, on va proposer de faire soit un test salivaire comme ça, par exemple, qui est très simple à obtenir, ou alors une prise de sang, de différencier d'abord peut-être les risques, et puis ensuite de faire peut-être un screening par imagerie ou par d'autres modalités pour que l'imagerie vienne renforcer cette porte d'entrée génomique. Très bien. Merci beaucoup, professeur Corinne Balaguer, d'avoir répondu à nos questions dans ce face-à-face autour de l'évaluation du risque. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt sur le plateau TV des JFR 2022.